aujourd'hui, je vais vous parler un peu du numérique. C'est un questionnement que j'ai en fait depuis quelques années, mais ça fait, disons, très récemment que je commence à étudier un petit peu la question. Et surtout parce que, comme je viens de le mentionner dans la petite biographie, j'étudie beaucoup des questions sur les arts, la culture et un peu l'éducation. Et tout ce qui est numérique est venu en fait, en éducation, il y a toutes sortes de problématiques avec la littératie numérique, toutes sortes de projets pédagogiques pour transmettre mieux le français, etc. Et au point de vue, je dirais, des arts et de la culture, on sait que certaines industries, comme l'industrie musicale, par exemple, le cinéma, le visuel, ont été touchées de plein fouet par des questions de rémunération, des droits d'auteur, etc. Donc, le contexte dont je parle dans le titre de cette communication, c'est vraiment celui apporté par l'utilisation des technologies numériques. Ça aurait pu être l'antibilinguisme comme nouveau contexte. Je ne sais pas si c'est nouveau, mais enfin, il y a une nouvelle tendance. Alors là, c'est les technologies numériques dans toutes les sphères d'activité et qui touchent plus particulièrement les communautés linguistiques officielles en situation minoritaire. Et plus précisément, en fait, ma question de départ, c'est comment s'assurer que les changements provoqués par le numérique vont être suffisamment anticipés dans la modernisation de la loi sur les langues officielles pour être pris en compte, en fait, dans la prochaine mise en œuvre de cette loi. Est-ce que ça pourrait être un chantier en tant que tel? Donc, tenter d'y répondre revient presque, je dirais, à un exercice de prospective où il faudrait envisager plusieurs scénarios. Le scénario idéal serait celui où le web est très bien régulé, au point où il serait facile, par exemple, d'obtenir des services gouvernementaux dans la langue de la minorité. Ce qui correspond, disons, au respect des obligations du gouvernement fédéral quant à la partie 4 de la loi, et concernant le respect, concernant les communications avec le public et la prestation de services des institutions fédérales. Cependant, dans ce scénario idéal, l'usage des technologies numériques ne s'arrête pas uniquement à une offre active de services gouvernementaux dans la langue de la minorité. Le scénario idéal doit aussi permettre que la régulation des usages et des pratiques sur le web bénéficie au développement des communautés, de leurs membres, qu'ils soient créateurs de contenu, diffuseurs ou usagers et consommateurs. Ce qui renvoie cette fois-ci plutôt à la partie 7 concernant l'obligation des institutions fédérales de prendre des mesures positives favorisant l'épanouissement des communautés de langues officielles en situation minoritaire. Donc, pour discuter de ces enjeux, je me suis appuyée en fait sur des mémoires qui ont été soumis par des organismes communautaires, des communautés, dans le cadre de consultations du gouvernement du Canada sur la modernisation de la loi et aussi sur le contenu canadien dans un monde numérique. Donc ça, c'est un exercice qui a eu lieu en 2016. Et en fait, j'examine un peu les réponses. À la lumière, en fait, j'essaye de voir ce qui est fait ailleurs aussi par rapport à l'encadrement de l'utilisation de données numériques au Canada. Donc, il y a des rapports qui ont été émis de l'OIF et aussi certaines choses ici au Canada qui ont été faites. Donc, je vais mentionner ça plus tard. Donc, les questions, je dirais, sous-jacentes, c'est par rapport à ce qu'on pourrait trouver dans les mémoires qui ont été soumis. C'est tout simplement, au départ, quelque chose un peu descriptif. Donc, quels sont les enjeux, les défis, les pistes de solutions et les recommandations émises par les organismes communautaires dans le cadre de ces consultations.
peut-on identifier des acteurs plus informés que d'autres sur ces questions dans ces communautés? Dans quel secteur? Parce que c'est quand même une problématique qui est émergente, donc tout le monde n'est pas à l'aise en communauté à vraiment saisir tous les enjeux, même si, disons, les acteurs participent à la consultation du gouvernement. Et puis, évidemment, il y a des questions en suspens, parce que c'est une recherche qui commence, et il faudrait, en fait, que j'ai des réponses en faisant des entrevues directement avec les acteurs. Donc, quels sont les résultats concrets de ces consultations? Est-ce que, par exemple, il y a la mise en place de comités de travail, de la formation sur la définition des enjeux, des stratégies spécifiques qui se dessinent? Y a-t-il des questions qui n'ont pas été abordées lors de ces consultations, qui sont réalisées donc, dans un cadre prédéfini par le gouvernement en fonction de ses priorités pour l'ensemble du Canada? Donc, dans les propositions de modernisation, il n'y a pas beaucoup par rapport à la loi, et ce qui concerne le numérique, on ne trouve pas énormément de contenu en fait qui va traiter spécifiquement du numérique. Il n'est pas mentionné en tant que tel. J'ai regardé par exemple les documents de la FCFA, je ne me souviens plus si j'ai mis après quelques exemples. Oui. Donc en fait ce qu'on trouve surtout c'est, on le trouve mentionné avant, en préambule, pas en préambule des textes, mais dans les documents qui annoncent, si vous voulez, la présentation du texte. On va dire que c'est un enjeu, mais on va pas le définir plus que ça. Dans, par exemple, le document, la proposition de modernisation de la loi, mais la version annotée, on ne trouve pas de mention du numérique. Et est-ce qu'on devrait, en fait, trouver une mention du numérique? Est-ce que c'est la place, en fait, de le faire? C'est aussi une question que je pose. Est-ce que ça ne devrait pas plutôt être dans la mise en œuvre, en fait, où là on peut avoir des objectifs spécifiques? Donc, est-ce que la modernisation du texte, par exemple, que vous avez proposé est suffisante en tant que tel pour anticiper ces changements-là? Donc, par exemple, on retrouve des références, puis je vais aller très brièvement, parce que ce sont vraiment des exemples, dans une des priorités de la FCFA, qui est aussi en rapport avec la communication et les médias. On retrouve dans les interventions, disons, des références, je dirais, à l'offre de contenu canadien et francophone, par exemple par des services en ligne, comme Netflix, son site Netflix. On parle aussi de l'accès à Internet, large bande, dans les communautés, parce que ce n'est pas encore accessible à toutes les communautés, donc surtout au milieu rural et éloigné. Et puis la disponibilité d'applications mobiles francophones, par exemple. On retrouve aussi, disons, certains débats, certaines lettres d'opinion. Là, j'ai cité une récente qui vient de Linda Cardinal et Normand Labrie, et qui rejoint un commentaire qui avait été fait ce matin à propos de la traduction automatisée, etc. Donc c'était, je peux vous la citer rapidement, l'extrait, l'arrivée des nouvelles technologies au sein de l'appareil gouvernemental, le virage numérique, tout comme le phénomène de la traduction automatisée, pourrait facilement provoquer la fin du français comme langue de travail au sein de la fonction publique fédérale et à terme miner la viabilité du bureau de traduction. C'est un peu alarmiste, mais il y a quand même une réalité, quelque chose qui fait que ça soulève une inquiétude. Donc, si on regarde, je vais passer maintenant, parce que je manque de temps, à ce qui a été émis lors des consultations, cette fois-ci, dans le cadre de la consultation sur le numérique, sur le contenu canadien dans un monde numérique. Et là, en fait, c'était tout le Canada qui participait à ça, et les communautés francophones et
les communautés anglophones du Québec étaient invitées aussi à participer à l'exercice. J'ai mis un peu le résultat des consultations en premier. C'est un document de 30 pages, c'est un rapport, en fait. Le rapport, dans le fond, c'est un document qui a été produit par Ipsos pour le gouvernement canadien. Puis là, il y a toutes sortes de statistiques sur qui a participé, etc., dans quelle région. Mais il y a aussi, je dirais presque en annexe, enfin, en tout cas à la fin du document, une petite mention dans les langues officielles, les communautés autochtones. Et dans les langues officielles, il y a ce paragraphe de quelques lignes. Donc ça, c'est le résumé, je dirais, de toutes les consultations qui étaient faites. Je vous le lis brièvement. Le financement du contenu dans les deux langues officielles, particulièrement dans le cas des collectivités francophones, a été mentionné par de nombreux participants partout au pays. Cela a été un thème prioritaire, en particulier lors des séances de discussion en personne tenues à Montréal et à Edmonton. Mais il en était également question dans d'autres régions. Les participants se préoccupaient du fait que le contenu francophone, puisqu'il a un marché plus restreint tant au pays qu'à l'étranger, ne peut, à l'ère numérique, faire concurrence au contenu anglophone sans soutien gouvernemental. Ils ont fait la mise en garde suivante: le développement culturel francophone, s'il est livré à la merci du marché, peut s'étioler, et ce, au détriment de la société canadienne. Donc c'est très général. Une petite mention pour les collectivités anglophones. La question des collectivités anglophones minoritaires a également été abordée, mais dans une moindre mesure au cours des consultations. Voilà, c'est ça. Mais voilà, par ailleurs, un certain nombre de participants ont souligné l'absence de soutien des collectivités autres que celles des deux langues officielles, alors que ces autres collectivités sont devenues une partie importante de la mosaïque canadienne. Donc on voit un peu l'aspect multiculturel là-dedans. C'est un peu, disons, un résultat très, très mince par rapport au nombre de consultations au nombre de consultations, mais aussi aux mémoires qui ont été soumises. Donc, en tout, en fait, il y a une quarantaine de mémoires qui ont été soumises, mais il y a à peu près une quinzaine de mémoires qui touchent plus particulièrement les communautés en situation minoritaire. Et la FCFA a aussi déposé un mémoire, la FCCF, ILAN, des CBC Radio-Canada, des associations d'archivistes qui sont bilingues. Donc, il y a plusieurs mémoires qui ont été soumises. Brièvement, c'est juste pour vous donner des exemples de ce qui est, disons, discuté dans ces mémoires. En fait, il y avait trois piliers. Il y avait un cadre, en fait, dans lequel il fallait insérer plus ou moins des réponses, des recommandations. Donc, c'était vraiment très formaté. Et donc là, celui que j'ai, c'est aussi la FCFA. Je regarde bien, je pense que la FCFA est représentée dans ce coin. Donc, dans les piliers, un des piliers avait donc accroître l'offre d'informations et de nouvelles de qualité dans les marchés locaux. Là, la FCFA a fait des recommandations: renforcer les capacités des médias communautaires à l'ère numérique, responsabiliser Radio-Canada à l'égard de la couverture régionale. Donc, je vais passer vite sur je ne vais pas toutes les citer. Vous avez un deuxième pilier qui était faciliter les choix et l'accès au contenu. Que le gouvernement du Canada explore des mesures incitatives visant à encourager les services par voie de contournement à offrir du contenu canadien et surtout du contenu canadien de langue française. Donc on parle de redevances aussi. On cherche en fait des moyens en fait pour aller chercher du financement pour ces nouveaux médias. Et le troisième pilier qui était positionner le Canada comme un chef de file en matière de numérique. Donc comment les communautés francophones et acadiennes ainsi que les communautés anglophones du Québec peuvent participer à ça. Donc la FCFA aussi a fait des recommandations par rapport à ce troisième pilier. Que le gouvernement fédéral mette de l'avant une stratégie nationale cohérente, aussi une stratégie en matière d'Internet à haute vitesse. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu
avant sur l'idée de se doter d'infrastructures de se doter d'infrastructures, aussi d'infrastructures de qualité, donc à haute vitesse. Et donc la FCCF, donc la FCCF, pour ceux qui ne connaissent pas l'organisme, c'est l'organisme, on va dire, national mais sectoriel dans les arts et la culture. Donc c'est sûr qu'eux ont été touchés de plein fouet avec toute la problématique des droits d'auteur, la rémunération des ayants droit, mais des ayants droit, c'est-à-dire des producteurs de contenu culturel. Et ils ont je dirais des recommandations ou des défis et des enjeux qui rejoignent évidemment ceux de la FCCF en étant un petit peu plus précis en fonction de leur secteur. Il y a toujours cette idée de l'accès à la large bande passante. Il y a là, par exemple, des choses plus spécifiques sur le développement de compétences, des besoins d'accompagnement des artistes et des travailleurs culturels pour, disons, s'adapter à cette transformation numérique. On parle aussi de redevances, là aussi. On parle de financement, de la protection du droit d'auteur. Il y a eu des avancées récemment là-dessus. Des réglementations des acteurs de l'industrie. Et aussi, tout l'aspect, je dirais, qui concerne la visibilité des communautés, se retrouve dans l'idée de la découvrabilité des contenus culturels des communautés. Donc, du côté, par exemple, d'un organisme anglophone, ELAN, le English Language Arts Network, il y a aussi, disons, un peu les mêmes demandes où on cherche à améliorer la qualité des contenus, à s'adapter, à réviser aussi tout ce qui est financement de ce secteur. Donc, tout ça, en fait, dans ces mémoires, en fait, on retrouve à la fois des enjeux qui décrivent en fait des défis très techniques d'accès au numérique, et puis aussi on retrouve des enjeux de régulation qu'on attribue, disons, on cherche en fait à attribuer ce rôle évidemment au gouvernement canadien, et aussi des enjeux de promotion des contenus. Quand on regarde en fait, 5 minutes, quand on regarde ce qui est fait en fait ailleurs, notamment par exemple par des organismes comme l'OIF, vous avez tout un enjeu aussi de gouvernance de l'Internet. Donc, quand on est ici un acteur canadien et qu'on se demande pourquoi le gouvernement n'agit pas plus, on peut aller voir ce qui se fait, disons, du point de vue international. Est-ce qu'il y a des ententes particulières, des avancées particulières? Donc, pour ça, je me suis basée, j'ai essayé de passer brièvement sur ce point. C'est un rapport, donc c'est pas celui-là, mais je vais y venir brièvement. C'est donc la gouvernance de l'Internet, en fait. On sait que, en fait, on a la fausse impression qu'il y a une grande diversité de contenus qui reflètent la diversité culturelle et linguistique, alors que l'accès des contenus est plutôt tributaire de logiques algorithmiques, de filtrage, de profilage de goût, de hiérarchisation, de sélection et de recommandations culturelles. Donc, l'auteur d'un chapitre de ce rapport de l'OIF sur en fait, la francophonie numérique ajoute que les tendances récentes révèlent qu'il y a une concentration et une homogénéisation de l'offre culturelle accessible via les plateformes numériques. On l'observe un peu partout. Étant donné que beaucoup de ces plateformes numériques appartiennent à des acteurs non étatiques transnationaux qui contournent les cadres législatifs et réglementaires des pays,
cela pose inévitablement la question de la régulation de l'Internet et plus généralement de la gouvernance de l'Internet par les États-nations. Donc on assiste à plus ou moins un changement de paradigme où, selon l'auteur du rapport, la question ne doit plus être abordée en termes de qui contrôle, qui gouverne Internet, mais plutôt en termes de comment gouverner Internet afin qu'il demeure ouvert, libre, neutre, accessible et utilisable au plus grand nombre et qui favorise la diversité des expressions culturelles et linguistiques en ligne. Donc, les défis sont nombreux parce que cette nouvelle gouvernance exige qu'elle soit multipartite au niveau international, ce qui signifie très concrètement que les jeux d'influence et les rapports de pouvoir qui existent déjà entre nations vont également s'exercer sur le terrain du numérique. Donc, pour tenter de rétablir un équilibre dans les rapports de pouvoir, il y a deux tendances qui émergent. L'une qui va revendiquer le droit souverain des gouvernements à réguler le segment national de l'Internet. Ça, c'est un peu le parti pris de la Russie. Et une autre tendance qui va plutôt soutenir un Internet libre et ouvert. Donc ça, c'est plutôt les États-Unis, la France aussi. Et en fait, ce qui révèle ces deux tendances, c'est surtout un refus d'un ensemble de pays de laisser les États-Unis gérer de l'Internet. Donc, en fait, c'est qu'il y avait, jusqu'en 2016, le principal organisme qui s'appelle l'ICANN. L'ICANN, c'est une société en fait à but non lucratif, mais qui est située en Californie et qui gère toutes les adresses IP. Tout ça, les numéros de réseau, etc. Donc tout ça, en fait, c'est depuis 2016, c'était avant, beaucoup plus lié directement au département du commerce américain. Et en fait, depuis 2016, ça a changé. Il y a même une cour d'arbitrage indépendante qui peut se saisir des litiges et annuler une décision. Donc, tout ça pour dire qu'il y a une espèce de transition historique dans ce changement, si vous voulez, cette relation de pouvoir, vers un modèle peut-être un peu plus multipartite. Et dans le fond, l'auteur du rapport de l'OIF, c'est un chapitre en particulier, lui voit un peu une façon en fait pour la francophonie en général d'investir cette sphère du pouvoir en s'intégrant par exemple à des conseils d'administration qui vont pouvoir faire valoir les droits et la diversité linguistique pour disons, avoir un Internet un peu plus diversifié et qui réponde au contenu, disons, aux attentes des citoyens de toute langue. Et au Canada, donc il y avait, je vais finir là-dessus, 4 chantiers en fait qui ont été proposés. Donc ça c'est le rapport dont je parle, donc c'est destiné chez Wally, c'est un professeur en communication à l'UQAM. José Plamondon, c'est quelqu'un qui est plutôt une chercheur indépendante, mais qui est vraiment spécialisé dans les questions de découvrabilité. Et ils font partie d'une coalition, donc c'est la société civile qui prend un peu le pas pour proposer, si vous voulez, les changements qui devraient être, disons, prendre par exemple le gouvernement canadien. Eux ont proposé 4 chantiers et on retrouve plus ou moins aussi des recommandations qui ont été émises aussi dans les rapports, notamment celui de la FCFA et l'ensemble des mémoires qui ont été soumis lors de la consultation en 2016 sur le numérique. Donc je vais, et là je n'ai plus le temps de discuter plus de ces chantiers, mais il y en a un qui concerne la gouvernance de l'Internet, la découvrabilité des contenus. Et vous avez aussi des choses qui se font ailleurs, notamment en Europe. On est dans des contextes multilingues. Vous avez un rapport qui n'est pas un rapport législatif, il y a pas, c'est plus, encore une fois, une proposition, cette étape-là encore, l'égalité linguistique à l'ère numérique.
donc, a été présenté au Parlement européen, où on va essayer là vraiment plus spécifiquement, d'aller chercher des outils législatifs pour agir vraiment sur les langues minoritaires ou régionales et nationales aussi dans le numérique. Donc, vous avez l'idée d'améliorer vraiment le cadre institutionnel de ces politiques. Alors, la conclusion, ce sera ça. J'ai un commentaire et une question. Sur le plan des représentations des langues officielles au sein du gouvernement, je trouve ça intéressant de voir que dans cette consultation sur le numérique, vous avez dit qu'il y a eu 40 mémoires, que 14 de ces mémoires-là ont traité d'une façon ou d'une autre des langues officielles. Et ça se résume à un entrefilet dans une annexe. Oui, c'est ça, c'est très choquant. C'est assez triste de voir ça. C'est pour un gouvernement qui se tente de faire des consultations, puis je pense qu'on est derrière ce principe-là, de plus de consultations, un gouvernement plus ouvert, ça va. Mais il y a la contrepartie, c'est-à-dire d'agir en fonction de ce qu'on reçoit de la consultation. Et là, il semble y avoir un écart important. Puis on l'a vu dans d'autres consultations. Je l'ai vu par exemple dans la consultation sur une commission sur les débats électoraux. C'était la même chose. Il y a eu des contributions sur les langues officielles, mais il y a eu un entrefilet. On a checklist. On a parlé de langues officielles, puis on passe à la prochaine chose. Puis on ne l'intègre pas systématiquement dans les recommandations. Je trouve que c'est encore plus frappant dans ces cas-là. Mais ça semble être une tendance lourde dans les consultations menées par le gouvernement. Sur la question aussi du numérique et de la modernisation de la loi sur les langues officielles, je trouve ça intéressant, l'angle que tu as pris ici, mais je pense qu'il y a tout un autre volet au numérique, c'est tout le gouvernement en ligne. Oui. La prestation. Oui, c'est ça. Il y a allusion rapidement, je pense, dans le cadre de la modernisation, je pense qu'il faut y réfléchir aussi, mais dans ce que. Dans le matériel que tu as vu, dans le corpus que tu as vu, comment on appréhendait le gouvernement en ligne et la prestation de services dans les journaux officiels par... C'est toujours la peur de la traduction, c'est toujours de la mauvaise traduction, si je peux dire, qu'elle soit même tout simplement faite. Je ne sais pas si même il y a des... je pourrais dire des mécanismes nécessairement de contrôle. Je sais qu'il y a comme un cadre, disons, pour favoriser ou encourager les différents ministères, institutions, agences gouvernementales pour proposer, disons, tout dans les deux langues. Mais après ça, je ne sais pas à quel point c'est mesuré, si ça l'est, à quel rythme. Donc, il y a autre chose aussi dont je n'ai pas parlé, et puis vu qu'on est à la face, je pense que c'est important de le mentionner, c'est que là on parle, c'est sûr, de tout ce qui est gouvernement fédéral, mais comme chercheur, pour accéder à des données justement de l'usage du numérique, c'est très difficile. Donc, il y a peut-être des données, mais il y a beaucoup de choses qui sont détenues par des entreprises privées. Il y a toute une circulation comme ça de la culture, outre les services de la culture en tant que telle, et on n'a pas accès en fait à ces données-là, donc c'est très difficile. Et là, il y a toutes sortes des groupes de chercheurs qui travaillent vraiment de façon très technique sur des algorithmes pour essayer de comprendre comment en fait sont prescrits. Alors c'est vraiment tout un univers en soi. Je pense qu'on pourrait faire un programme de recherche. Mais pour les services en ligne, je ne l'ai pas beaucoup abordé, mais il devrait, un peu comme on l'a fait en fait pour l'affichage, des façons que les chercheurs puissent, les chercheurs extérieurs, indépendants, puissent faire un peu de recherche là-dessus, voir si ça rencontre les objectifs du gouvernement et notamment les principes de la loi. Merci beaucoup, Mme Robineau, et merci à M. Turgeon. Merci.